tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, dans cet épisode spécial interview, nous allons faire la connaissance de l'autrice hybride Belle Lomy, qui publie son dernier roman, Le secret de Beltane, chez Conséquence Éditions. Si vous cherchez ses autres romans, vous pouvez les trouver avec La malédiction du corbeau blanc, l'Académie des arts obscurs, en édition indépendante, et une future... j'espère que tu nous en parleras, édition pour un nouveau roman qui va s'appeler Booked for Love. Bonsoir Belle, bienvenue sur ce podcast, comment ça va ? Salut, merci à toi de m'avoir invitée, c'est super cool, ça va très bien. Eh bien, ravie de te recevoir sur le podcast. Pas trop chaud de ton côté ? Écoute, ça va, bizarrement, j'habite au Texas, mais il a fait moins chaud chez moi que chez vous, donc... Oh, au Texas, il est quelle heure chez toi ? Ouais, là il est 10h. 10h du matin, d'accord. Ouais. Ça va, il fait pas trop chaud ? Enfin, je connais pas trop à part ce qu'on voit à la télé, bien sûr, mais j'imagine. Là, on a eu de la chance, normalement l'été, ça monte quand même jusqu'à 40 degrés, mais là, on a eu un été, on était à 30, 35, et c'est beaucoup plus supportable qu'en Europe, bizarrement. D'accord, peut-être que l'air est moins sec, ou peut-être, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, c'est très agréable à vivre. Ah bah j'imagine. Et qu'est-ce qui t'a fait partir au Texas ? En fait, j'ai suivi mon conjoint qui est astrophysicien et qui a décroché un postdoc à l'université du Texas. Donc, c'est un postdoc de 2 ans. Et là, on va entamer les 6-7 derniers mois. D'accord, ok. Ah, c'est un sacré changement de vie. Ouais, carrément, mais bon, c'était une belle expérience à tenter aussi, donc... Tout à fait, je comprends. Alors, si on commençait par en apprendre un petit peu plus sur la personne que tu es, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Moi, je suis une personne très artistique, c'est un peu bateau de le dire comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens, tu vois, la création, c'est tout ce qui m'anime, c'est ce qui me fait vivre. Et j'aime bien aussi me présenter un peu comme une inventrice parce que j'ai beaucoup d'idées et ce qui me plaît vraiment, c'est de donner vie à toutes ces idées. Donc, je fais beaucoup de choses, j'écris, je fais du dessin, j'ai conçu aussi mon podcast, j'ai aussi fait des chasses au trésor, ce genre de choses. Donc, vraiment, créer, inventer des choses et donner vie à des univers, ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus. D'accord. Et si tu nous en disais un peu plus sur ton parcours, comment t'en es arrivée là ? Alors moi, j'ai un parcours très atypique parce que après le lycée, j'ai fait une classe préparatoire littéraire. Et ensuite, j'ai fait une licence d'histoire parce que les concours, finalement, ça m'intéressait pas. D'accord. Donc, j'ai fait 1 an d'histoire contemporaine et sciences politiques. Et ensuite, j'ai encore totalement changé de voie et je suis partie faire un master en études cinématographiques. D'accord. Et j'ai enchaîné ensuite sur une thèse sur le même sujet. Donc, j'ai un doctorat en cinéma sur la thématique du traumatisme chez les personnages dans les films de genre. D'accord, ce qui doit être super utile quand tu crées tes fiches perso. Ouais, exactement. Ça m'a beaucoup appris puisque j'ai étudié énormément de films, du coup, donc un peu moins de littérature, mais vraiment pour tout le développement psychologique des personnages et pour tout le rapport avec la forme aussi, comment la forme fait écho à ce que vivent les personnages. C'était super intéressant. D'accord, ah oui, j'imagine. Et du coup, avec tout ça, l'histoire, ton côté inventrice, comment tu trouves tes inspirations pour écrire tes romans ? Moi, du coup, je suis vraiment quelqu'un de très curieuse, donc j'écoute beaucoup de podcasts, je regarde pas mal de séries, je lis beaucoup aussi, ça m'est revenu parce qu'après la prépa, on lisait beaucoup de littérature classique, donc j'avais un peu perdu le goût de la lecture, mais ça m'est revenu.
Et je puise vraiment partout en fait, et surtout de par ma formation dans le cinéma et les séries, c'est vrai que c'est quand même ma matière première principale où je trouve des idées, et je pense que quand j'écris, ça se ressent parce que je vois vraiment les scènes quand je les écris, et je les compose un peu comme des plans avec des cadrages, etc. Et donc quand je vois des images, ça me donne ensuite des idées sur comment écrire mes scènes. D'accord. Ah, oui, effectivement, tu es très visuel et du coup, tu dois faire de très très belles descriptions. J'essaye en tout cas, mais c'est pas toujours facile, je le reconnais. Et si tu nous parlais de tes romans? Alors moi j'ai cité du coup ton dernier roman Le secret de Beltane et ton premier roman La malédiction du corbeau blanc et ton futur roman. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je te laisse commencer par celui que tu veux pour nous présenter, peut-être nous pitcher, tu sais, l'exercice super difficile qu'on adore tous faire. Exactement, dans lequel je suis vraiment la personne la moins à l'aise du monde parce que j'ai beaucoup de mal à parler de ce que je fais, mais je pense que ça c'est un peu commun aussi à beaucoup d'auteuristes. Je pense que je vais commencer par Le secret du Beltane parce que c'est la sortie qui est la plus récente, qui est sortie en juillet chez Conséquence Éditions. Du coup. Oui, c'est tout nouveau. Ouais, et en fait, ça, à la base, quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais pas du tout l'idée de le publier, j'avais même pas du tout l'idée d'en faire un roman, parce que j'ai juste eu l'idée d'une scène qui est devenue la toute première scène du roman, où il se passait un truc, et je me suis dit, c'est intéressant de l'écrire, comme j'aime bien expérimenter plein de choses, je me suis dit, je vais le coucher sur papier, et puis ensuite, je verrai ce que j'en fais. Je l'ai laissé de côté un petit moment, et finalement, ça a un peu maturé dans ma tête, et je me suis dit qu'il y avait matière à faire une histoire, et donc du coup, j'ai conçu un univers à huis clos sur un bateau un peu pirate, qui est un univers fantasy, donc après une sorte d'effondrement écologique dont on ne sait pas beaucoup de choses parce que j'aime bien aussi conserver des parts de mystère dans ce que je conçois. Les survivants de l'univers ont embarqué sur une dizaine de bateaux. Et nous, on suit le parcours d'une personnage sur un de ces bateaux qui va petit à petit se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, et notamment la trajectoire du bateau qui ne colle pas à ce que on dise le capitaine, etc. Et donc, il y a toute une enquête là-dessus avec un univers de fantasy, donc avec une histoire de magie interdite, de fonctionnement aussi magique du bateau. Donc, voilà. Et comment ça t'est venu, cette idée ? Tu te souviens de ce qui t'a inspiré, en plus de la première scène que tu avais visualisée ? Non, pas du tout. J'aime beaucoup l'univers des pirates, donc je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Et après, franchement, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé des inspirations un peu diverses et variées, mais j'avais lu aucun des romans ou des romans graphiques qu'ils proposaient. D'ailleurs, je me rappelle même plus des titres exactement. Mais ouais, je pense que c'est un mix vraiment de beaucoup de choses. Et par contre, je sais qu'il y a eu une série qui m'a beaucoup inspirée après, puisque c'est quand même un univers fantasy, mais un peu dystopique, puisqu'il y a cette histoire d'effondrement écologique qui mène du coup à la montée sur le bateau. Et je me suis pas mal inspirée de l'atmosphère dans la série Silo, qui est sortie sur Apple TV. Oui, qui est un peu le même pitch, où il y a un effondrement écologique et tous les gens se réfugient dans des silos sous terre. Et le côté oppressant, le fait d'être enfermé quelque part avec cette atmosphère un peu pesante où on ne sait pas ce qui s'est passé et on ne sait pas trop comment s'en sortir, ça m'a pas mal aussi inspirée. D'accord, ok. Eh ben écoute, c'est pas mal comme histoire. Ça donne envie en tout cas. Tu vois, tu as parfaitement réussi à décrire. Super. Et pour tes autres romans ? Tu as donc La malédiction du corbeau blanc. C'est ton premier roman ou tu avais déjà écrit d'autres textes avant que tu n'as jamais publié ? Alors, j'ai écrit un roman avant celui-là, qui est en fait plus une novella qu'un roman parce que c'est plus court. Mais j'avais publié en 2023 un roman de fantasy qui s'appelait Nolvelar. D'accord. Je vais te résumer l'histoire parce que c'était très long et très compliqué, mais en gros,
Je l'avais écrit un peu par hasard, j'étais même pas sur les réseaux, j'avais jamais écrit de roman ni rien. Et je sais pas, j'avais une idée, je me suis dit pourquoi pas tenter. J'étais en vacances l'été chez mes parents, donc je me suis dit je vais écrire cette histoire. Et il se trouve que je l'ai soumis à un concours de romans et que je l'ai gagné à la fin de l'année. Ah, félicitations. Merci. Ce qui a mené à une publication, mais au final, ça s'est pas très bien passé. Enfin, ça s'est bien passé, mais il y a eu une campagne de financement participative qui m'a pris beaucoup d'énergie parce que je me suis retrouvée à devoir gérer pratiquement tous les visuels de la campagne, toute la com et tout. Et c'était une très petite structure associative, donc il y a eu un très petit tirage. Et en fait, c'était censé être une duologie, mais finalement, il n'y avait pas les fonds pour publier la suite. D'accord. Donc ça s'est terminé l'année dernière sur une rupture de contrat. Donc, c'est une expérience un peu mitigée pour moi, que j'ai eu du mal à faire le deuil, tout simplement parce que c'était quand même, pour moi, ma première expérience de publication et j'avais vraiment l'espoir que ça lance un petit peu ma carrière. Donc, quand ça s'est fini sur la rupture de contrat, je l'avais un peu mal vécu. J'imagine bien, et c'est pour ça que ensuite, j'ai commencé à écrire La malédiction du corbeau blanc. Sous un peu une autre forme, puisque je l'ai publié, en fait, c'était un roman feuilleton qui était publié avec un chapitre par semaine sur ma newsletter. D'accord. Je m'étais dit, bon, l'édition traditionnelle, ça a pas trop fonctionné pour moi, donc je vais tenter ce truc-là. Et au final, ça avait bien fonctionné, j'avais été contente, donc j'avais fait une version collector imprimée à la fin de l'année. D'accord, avec une campagne Ulule aussi, ou tu t'es débrouillée autrement ? Non, c'était totalement en autofinancement. Et d'ailleurs, j'ai pas rentabilisé, mais c'était plus pour le plaisir, immortaliser le processus, avoir un bel objet à la fin pour symboliser les 30 semaines de publication hebdomadaire. D'accord. Et ça parle de quoi, si tu pouvais nous en dire quelques mots ? Alors, c'était un univers d'école de magie, de magie noire exactement, avec du coup une directrice qui enseigne à ses élèves comment gérer un peu leur part d'ombre, avec, tu vois, toujours cette influence un peu du traumatisme avec des élèves qui ont des histoires un peu compliquées, etc. Ouais, c'est ça. Et du coup, on suivait principalement cette directrice qui était une sorcière et son histoire, et avec l'arrivée d'une nouvelle élève dans l'académie qui, vulgairement, va mettre un peu le bordel et créer un peu des problèmes. Et on va se rendre compte qu'elle-même a une malédiction, d'où le titre de la novella. D'accord. Et voilà. Ok. Alors, on parlera peut-être de ta sortie un peu plus tard, ta prochaine. Est-ce que tu peux nous... là, tu nous as parlé un peu de tes débuts, effectivement, de tes difficultés, de tes fiertés. Ici, on va passer à... Raconte-nous ton livre, ta future édition, ton prochain roman qui va sortir. Explique-nous un petit peu. Alors, du coup, je vais peut-être t'expliquer vite fait le processus dans ma tête qui m'a amené à faire ça. Parce que du coup, j'ai publié Le secret du Beltane en maison d'édition. Oui. Mais moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Ça fait partie de mon quotidien. En fait, c'est très ancré. J'ai besoin d'écrire et j'ai beaucoup d'idées. Et j'écris relativement vite. Donc, en fait, je suis assez rapidement arrivée au constat que publier seulement en maison d'édition, ça allait pas me convenir en termes de rythme pur. D'accord. Et donc, du coup, j'ai commencé à réfléchir à la possibilité de faire de l'auto-édition. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien explorer aussi beaucoup de genres différents, j'ai essayé d'écrire une romance que j'ai écrite d'ailleurs l'été dernier. Et finalement, j'ai beaucoup aimé ce texte et je l'ai repris au début de l'année. Je me suis dit, ce serait quand même chouette qu'il ait une vie. Et comme c'est une cosy romance en fait qui se passe dans les montagnes de la Savoie, dans un petit village. Et donc l'intrigue est assez restreinte puisque c'est vraiment axé sur la romance entre les deux personnages. Et du coup, je me suis dit que potentiellement, j'avais les épaules pour le porter toute seule. J'ai quand même pesé le pour et le contre, parce que c'est quand même pas rien de se lancer en auto-édition et de tout gérer. Mais comme je suis aussi illustratrice, je me dis que ça me donnait l'avantage de pouvoir faire déjà mes propres couvertures. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est aussi très très chouette. Bah oui. Et c'est quelque chose que j'avais envie de tester. Et donc, je me suis lancée, j'ai réécrit le texte, j'ai corrigé le texte.
Et là, du coup, il va sortir le 15 septembre. C'est Et bientôt. donc, ouais, c'est très bientôt. Normalement, les précommandes seront déjà lancées quand l'épisode sortira. Donc, voilà. Et voilà, c'est une cosy romance entre deux femmes, donc qui se passe dans un petit village de Savoie, comme je disais. Et donc, c'est une autrice qui part en retraite d'écriture à la montagne pour retrouver un peu d'inspiration et qui, par plusieurs péripéties que je spoile pas, va se retrouver à habiter chez une fille qui tient l'hôtel du coin, mais dans lequel il n'y a plus de place. Donc, du coup, elle se retrouve hébergée chez elle, et puis il y a des rapprochements, et voilà. D'accord, ça a l'air intéressant. J'aimerais bien faire une retraite d'écriture un jour. Ouais, carrément. C'est vrai que c'est un peu un fantasme, surtout dans un petit chalet à la montagne, c'est très sympa. Ouais, ça a l'air plutôt cosy, comme tu dis. Ce sera sous la neige ou... Non, ça se passe au début de l'automne. Ah, et c'est parfait pour ta fin sortie. D'été. Ouais, c'est vrai. T'as bien calculé. Ouais, c'est vrai. J'ai pas mal réfléchi à ça aussi. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, on parle de retraite d'écriture. Mais toi, en tant qu'autrice, est-ce que t'as des habitudes, des rituels, des choses que tu fais avant de te mettre à écrire ? Ou est-ce que tu écris n'importe où, n'importe quand, n'importe comment ? Alors, non, j'écris pas du tout n'importe où, n'importe comment. Et j'ai déjà d'ailleurs essayé de faire ça quand je travaillais encore en France. Je travaillais dans une bibliothèque, donc j'avais 25 minutes de trajet en tram le matin. J'ai essayé parfois d'écrire sur mon téléphone, mais c'était vraiment trop compliqué. Moi, je suis vraiment une meuf routinière. J'ai besoin d'avoir vraiment mon planning et ma routine organisée. Et donc là, vu que je suis à l'étranger et que j'ai la chance de pouvoir me consacrer exclusivement à ça, en fait, la plupart de mes journées, j'organise 2 à 3 sessions d'écriture. D'accord. Parce que je suis aussi quelqu'un qui perd facilement sa concentration, donc je fais des sessions de 30 minutes, voire 1 heure maximum en général. La méthode. Si je suis très inspirée. Pomodoro, je crois que ça s'appelle. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Et ça me motive énormément. Et du coup, voilà, j'ai mes petites séances fixées. Normalement, le matin, je fais mes petits trucs entre 8h et 9h. À 9h, je commence, je fais ma première session. Je fais peut-être une autre session avant de manger. Je fais une autre session en début d'après-midi après avoir mangé. En général, j'essaye de changer un peu. Je vais sur le balcon changer de ma lieu. terrasse. Ouais, c'est ça, pour m'aérer un peu, parce que sinon, je suis tout le temps à mon bureau. Et voilà, c'est mes petits créneaux. Et si je suis assez inspirée, je peux continuer un petit peu plus. Mais en général, je m'en tiens à ça. Ça me permet aussi de conserver une sorte d'inspiration, parce que j'ai aussi testé le fait d'écrire vraiment tout le temps. D'accord. On peut me challenger à certaines périodes. Et il y a des périodes où j'écrivais vraiment toute la journée de 9h à 16h, quoi, globalement. Wow. Et j'arrivais à être assez productive, évidemment, vu le temps que j'ai passé. Je pense que j'écrivais à peu près 4 ou 5 000 mots dans la journée. Donc, ce qui est pas mal quand on veut avancer vite. Tout à fait. Mais ce qui est aussi très fatigant. Et c'est vraiment très drainant, en fait, en termes d'inspiration. Parce que là, si tu écris tous les jours et que tu fais tous les jours 5000 mots, ça fait beaucoup quand même. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai trouvé un bon compromis en écrivant, je sais pas, 2 à 3 heures par jour, voire un petit peu plus. Mais en essayant de faire des petites sessions plus restreintes. Ça me permet de plus canaliser mon inspiration. Ok. Oh bah écoute, je note. Alors, on disait que ta dernière sortie, c'est Booked for Love et c'est prévu pour le 15 septembre. Mais est-ce que tu as d'autres projets en cours ou en attente ou à venir ? Ouais, j'ai beaucoup de projets, parce que normalement, Booked for Love, ce sera la première d'une série de cosy romance. Et donc, je prévois d'en sortir à peu près une tous les 2 mois, dans l'idéal, sur l'année 2026. Donc, la prochaine serait une romance de Noël lesbienne aussi, que j'ai déjà terminée, mais il me reste que la réécriture à faire, et qui sortirait du coup pour Noël. À la mi-novembre, un peu, pour anticiper Noël, mais voilà, sur la période. Et ensuite, du coup, j'ai mes autres idées de romance, mais qui sont plus à l'état de pitch. J'ai mon petit tableau Notion où j'ai tout organisé, et j'aime bien, du coup, avoir un rythme un peu saisonnier. Donc, ma prochaine sortie
qui serait potentiellement en février, sera plus axé autour de la thématique de la Saint-Valentin, cet univers-là. D'accord. Et je vais suivre comme ça un peu sur le planning des fêtes et des moments spéciaux. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça me donne un peu un cadre aussi parce que sinon, c'est assez facile d'avoir beaucoup d'idées. Et donc là, ça me fait une mini contrainte qui est pas très contraignante, mais qui me restreint un peu sur les possibilités que j'ai. Et je pense que, je trouve ça assez intéressant aussi de se fixer des petits challenges comme ça. Et donc là, pour cette année, c'est ça. Oh bah c'est un super challenge parce qu'un livre tous les 2 mois, tu disais, ça fait beaucoup quand même. Ouais, c'est ça. Et sachant que j'ai pas abandonné le projet de publier en maison d'édition, parce que je pense que le rythme hybride, ça peut vraiment me convenir. Donc, je travaille aussi sur un nouveau roman de fantasy avec plutôt, on va dire, un roman gothique / romantique suspense fantastique. Je mélange toujours les genres un peu. Avec des vampires. Et donc là, je suis aussi en train de l'écrire en parallèle de ma réécriture de ma romance de Noël. Et j'aimerais bien la soumettre avant la fin de l'année à des maisons d'édition pour potentiellement aussi une future publication. Ah bah oui, t'as raison, il faut. Ouais, voilà, je me dis, il faut tester, on sait jamais. Mais du Texas, du coup, tu fais pas de salon ni de dédicace ou tu reviens quand même régulièrement en France? Parce que quand t'es auteur hybride, il y en a pas mal qui utilisent les salons pour pouvoir promouvoir leurs romans. Ouais, alors là, c'est du coup le truc un peu à double tranchant. L'avantage, c'est que j'ai tout mon temps, comme je peux pas travailler aux États-Unis, j'ai pas de permis de travail. D'accord. Donc, je peux me consacrer entièrement à l'écriture, mais je peux pas faire de salon. Oui. Mais voilà, comme j'ai prévu d'avoir un certain nombre de romans publiés sur l'année prochaine et que normalement on va rentrer en juin 2026, ça me laissera toute la seconde moitié de l'année pour potentiellement faire des salons. J'ai commencé à candidater d'ailleurs à certains. Et normalement, sur la fin de l'année, il n'y a pas encore de date officialisée, mais entre novembre et janvier, 2026, j'aimerais bien 2027, faire du coup. 2025-2026, vraiment ce qui arrive cette là. Année. Ok. Ouais, j'aimerais bien faire quelques dédicaces pour Le Secret du Belten et promouvoir le roman aussi, même s'il vit sa vie tranquillement et c'est chouette, mais j'aimerais bien faire quand même des dédicaces parce qu'en plus la maison d'édition a fait un super travail. L'objet livre est super beau et j'aimerais bien aller le valoriser dans des petites librairies un peu indépendantes et tout. Oh bah, j'imagine. C'est un moment pour un écrivain, je pense, de rencontrer ses lecteurs et de dédicacer ses romans. En fait, ça doit faire quelque chose quand tu le vis. Oui, bah, carrément. J'ai jamais fait ça encore. Donc, ce serait une toute nouvelle expérience. Mais franchement, j'aimerais beaucoup. Parce qu'avoir les retours des lecteuristes, c'est très, très précieux, je trouve. Oui. Qui voient des choses que nous, on n'avait pas forcément imaginées ou anticipées. Ou même le fait de savoir que quelqu'un a adoré ton texte et qu'il se déplace pour venir te voir et tout et en parler, c'est génial. C'est quand même très, très valorisant. Ouais. C'est fort. Je pense que c'est très, très fort en émotion. Ouais. J'imagine. Donc, on attend ton calendrier pour de futurs salons et ou dédicaces pour plus sur l'année 2026, du coup, ou éventuellement fin 2025. Ok, eh ben je note. Si maintenant on passait à la question, ou enfin, c'est pas vraiment la question, mais si tu avais des conseils d'écriture ou de lecture à partager avec nous, qu'est-ce que tu souhaiterais partager ? Alors moi, je pense qu'en termes d'écriture, le premier conseil que j'aurais à donner, qui est un conseil un peu peut-être un peu bizarre, mais c'est vraiment ne pas être lisse. Je pense que c'est la meilleure chose, c'est d'embrasser vraiment son unicité et de se dire qu'on a assez de choses à dire en tant qu'individu et de se dire c'est pas grave si mon idée elle est un peu bizarre, si elle mélange les genres, si c'est pas conventionnel, si on sort un peu des clous. Je pense que c'est ce qui a le plus de potentiel finalement de plaire à des gens, même si ce sera pas à tout le monde parce que c'est un peu plus différent. Mais moi je sais que les textes qui me marquent le plus ou les séries qui me marquent le plus,
c'est vraiment celle où il y a le plus de parti pris artistique vraiment assumé et tranché par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, je pense que c'est assez important, et d'autant plus dans un marché qui est de plus en plus saturé, que ce soit en romance, en fantasy, en auto-édition. C'est de plus en plus compliqué de tirer vraiment son épingle du jeu. Donc je pense que ça peut être vraiment un bon moyen d'avoir son propre style. Tout à fait. Et voilà, d'assumer son entière personnalité, quoi. Et si t'as peut-être... Soit t'as envie, soit t'as pas envie, je t'oblige pas, mais est-ce que t'aurais des conseils lecture ? Des conseils lecture, j'en ai pas forcément trop, parce que moi je lis un peu de tout, et en plus en ce moment, vu que j'ai beaucoup écrit et beaucoup travaillé sur ma sortie, j'ai pas beaucoup lu cet été. Mais par contre, je peux recommander une série notamment que j'ai vue, la saison 2 est sortie il y a pas longtemps, qui s'appelle Severance, qui est aussi sur Apple TV. D'accord. Je pense que ça peut aussi vous aider à comprendre ce que je veux dire par parti pris artistique assumé. D'accord. Parce que du coup, c'est un univers un peu dystopique dans lequel les personnages sont scindés en deux. Donc, ils ont une personnalité qui va au travail et une personnalité qui vit leur vie personnelle. Et ces deux personnalités sont vraiment scindées. Ils n'ont pas de souvenirs de leur travail quand ils sont chez eux, et voilà, vice-versa. D'accord. Et c'est filmé d'une façon très spéciale, avec des acteurs au physique un peu différents, avec des enjeux différents. Et je pense que c'est très intéressant. En tout cas, ça ouvre beaucoup de perspectives, avec aussi des réflexions un peu sur l'identité. Est-ce que l'identité est liée à la mémoire, aux souvenirs ? Qu'est-ce que c'est le travail ? Quel est le rôle du travail dans une vie ? Et donc ça, c'était super intéressant. D'accord, ok. Eh bien écoute, on va le noter, pas de souci. Maintenant, si on veut suivre ton actualité, où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, on peut me trouver à plein d'endroits. Déjà sur Instagram, je suis sous le pseudo Scalenari, donc qui est pas mon nom d'autrice. Je sais pas si je devrais changer pour mon nom d'autrice. Pour l'instant, c'est en cours de réflexion. D'accord. Et sinon, j'ai ma newsletter qui est hébergée sur Substack. Et là, vous pouvez taper soit Belle Lomi, soit Scalenari. Normalement, vous allez me trouver. D'accord. Et j'ai aussi mon podcast Clair Obscur, du coup, sur lequel je partage vraiment aussi mon quotidien, les coulisses, l'envers du décor. Je fais beaucoup de vlogs sur ma semaine pour montrer vraiment aussi la réalité. Et le but, c'est, autant dans ma newsletter que dans le podcast, c'est un peu de montrer la réalité sans trop vendre de rêves, ni sans déprimer les autoristes ou les artistes qui se lancent. J'essaye d'avoir un peu cet entre-deux où je montre vraiment la réalité, avec les difficultés qu'il y a à être artiste indépendant aujourd'hui, mais avec les bons côtés, et comment rester motivé, comment continuer d'avoir de l'inspiration et tout ça. D'accord, c'est intéressant. J'avais noté aussi que tu avais une chaîne Twitch. Ouais, j'ai un peu streamé cet été, au début de l'été, quand je l'ai lancé. Mais j'ai un peu arrêté là en ce moment, puisque j'ai eu beaucoup trop de travail avec l'écriture. Mais a priori, j'aimerais bien reprendre plutôt en début d'année prochaine, et je streamerai plutôt du dessin ou des sessions de travail d'écriture, peut-être un peu les deux. C'est pas encore défini, mais voilà. Oh écoute, on note, pas de problème, c'est noté. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu nous as tout raconté, ou est-ce que tu as encore des choses à nous dire ? Non, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Ça marche, pas de souci. Je suis ravie de t'avoir reçu. Donc on arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que cela vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Belle de t'être prêtée au jeu de l'interview. Je sais que c'est pas toujours évident, même si la pratique du podcast a dû un petit peu t'aider. Ton livre Le secret de Beltane a déjà rejoint ma palle. Eh oui, j'ai hâte de le lire, parce que moi, j'adore les histoires de pirates, donc j'ai bien envie de découvrir ton histoire. Je te remercie d'être venue.
Merci à toi de m'avoir invité. C'était vraiment super cool comme échange. Eh ben écoute, je suis ravie que ça t'ait plu à toi aussi. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà retrouver Belle sur sa page Instagram, donc Scale Nari _ donc je vais vous l'épeler SCALENARY _ Voilà. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.